Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'ancien administrateur des Mauritius, Sattar Haji Abdullah, interrogé ce mercredi par la FCC pour des soupçons de blanchiment d'argent. Nous verrons également cette triste réalité des jeunes qui, pour de l'argent facile, deviennent des dealers et protègent leurs barons. Reportage dans le nord du pays. Pendant ce temps, la NADEC discute avec ses principaux partenaires pour affiner sa réponse à la drogue. La publication d'un plan directeur annoncé pour bientôt. Une centaine de médecins rejoignent le service public, d'autres suivront. Rencontre avec 2 jeunes médecins de l'hôpital G2 dans cette édition. L'accompagnement de l'Agence française de développement, 40 ans de présence au sein de la République. Sa directrice, Laetitia Abchi, est notre invitée. Le Congrès américain vote pour la publication des documents d'enquête de l'affaire Epstein. Puis rencontre avec un collectionneur atypique qui a fait de son salon un musée de voitures miniatures. Sattar Haji Abdullah a été arrêté par la Financial Crimes Commission ce mercredi soir. Il fait face à une accusation provisoire de blanchiment d'argent. Après son arrestation, il a été conduit à l'hôpital G2 et comparaîtra en cour demain. Yacine Delmamod. Selon la Financial Crimes Commission, une somme de 3 696 000 roupies avait été déposée sur le compte de Grant Thornton Advisory Services Limited, un cabinet de comptabilité et de conseil dirigé par Sattar Haji Abdullah. La transaction a eu lieu en mars 2020. Selon les enquêteurs, cette somme proviendrait en tout ou en partie d'une infraction. De plus, la FCC estime que Sattar Haji Abdullah avait des motifs raisonnables de soupçonner que ces fonds proviendraient d'activités criminelles. Il a retenu les services de Raouf Goulboul. L'enquête, c'est l'enquête concernant Grant Thornton. Et le fil de l'enquête, après qu'il nous donnait, il y en a d'arrestation, comme le directeur de CEO de Grant Thornton à Maurice. Pour rappel, Sattar Haji Abdullah avait été nommé administrateur des Mauritius en avril 2020 et sa société avait perçu 141 millions de roupies pour cette mission. Il a aussi été à la tête de SBM Holdings. Le reportage que vous verrez dans un instant a été tourné par notre équipe sous le couvert de l'anonymat. Les images, les témoignages racontent une réalité, celle de la drogue qui a infiltré les coins et recoins du pays, celle de jeunes qui se laissent tenter par de l'argent facile, celle aussi de ces spectateurs impuissants. Regardez. 7h22 du matin, dans une localité à Pointe-au-Piment. Les commerces légaux n'ont pas encore ouvert qu'un autre commerce bat déjà son plein. Assis sur un rocher, le dealer du coin jongle déjà avec plusieurs milliers de roupies depuis 10 minutes. Ici, dans ce lieu, connu comme Basla, aucune gêne, aucune peur. Les premières doses du matin sont livrées ouvertement. Une scène quotidienne qui se répète nuit et jour. 6h30 à 7h30, comme si... Mon son dans le bruit. La drogue, c'est qu'il est parti. Ça commence à partir de 5h du matin. Alors, et ça termine 10h le soir. Le grand matin, ça m'a dit plus que 75 minutes, mais c'est la drogue. Autour l'autre là, allez, c'est là, venez, l'autre là, allez, c'est là, venez, et allez, comme ça. Qui sont brown, qui sont chimiques, qui sont cristal, tout, juste tout ici. On se rend ensuite sur la route principale, une deuxième base. Notre véhicule est vite repéré, on nous invective et on nous lance une canette. Lui, c'est l'un des jockeys, soit des personnes rémunérées par le boss pour prévenir de tout véhicule ou personne suspecte. Je veillais quand le gars venait, quand un 4x4 venait, quand une machine venait. Soleil, pas soleil, ça c'est dans le beau chemin. Et là, pas si bien continue qui peut vendre la drogue. Il y a des enfants aussi, ben venir. 16 ans, 17 ans. En l'espace d'une seconde, la zone est vide, le message est passé, le grand boss doit être protégé. Il n'a que 26 ans. Dans le chemin là, parce que tous les enfants là, qui sont venus,
qui se met marché. Tout là, mais je vais gagner casse. Or, si je vais travailler ça 8 000 roupies, 4 000 roupies, avant, si je vais vendre, je vais casser de ce temps. Mais les temps là, tout est passé, il gagne compte. Et maintenant que je fais ça, moi je travaille 2 000 roupies, moi je finis vendre 2 000 roupies, je casse avec le trésorier. Depuis 3 ans, cette route principale à Pointe-au-Piment est devenue un point de deal. Des clients fidèles, parmi lesquels des habitants ou même des gens issus des régions avoisinantes. Tous attendent leur poulia. Auto motocyclette, l'auto, je peux pas respect la cour du monde, la cour du monde là, net rentré, piqué, et là, man, sur là où tu es tombé, j'ai vigilé aux autres. Parfois, je fais mes enfants à l'école, à faire ça et travailler là, à quitter la drogue avec un tel. Quand mes enfants prennent l'école ici, je vais gagner place pour débuter le bistoc. Si tu as un consommateur à l'eau, c'est il partout. Je me sors sable, je me sors couteau, et je me sors du bois aussi. Comme si vous avez un père, et surtout un père de famille. Mon propriétaire, parfois, vient prendre ce transport, vient là, grand matin, midi, tantôt. Vous pouvez dire, moi, il y a un employé Ben, qui amène cet employé ici. oui, ben nous, c'est normal. C'est vous, vous pouvez travailler. Les forces vives de la région luttent sans relâche, même si, jusqu'ici, leurs efforts ont été vains. Impossible de détruire le cartel sans l'appui des autorités. Nous faire de tout pour capable essayer de qui nous capable faire pour nous capable arrêter ça. Les hors de contrôle, ça c'est sûr. Nous tous, je plus fort que nous. La division de police de Triolet a fort à faire. Ses membres ont eux-mêmes été victimes d'agressions et d'autres tentatives d'intimidation de la part des trafiquants de drogue. Mais ils ne baissent pas les bras. Et face à une situation jugée de plus en plus préoccupante, la National Agency for Drug Control souhaite renforcer la coordination avec ses partenaires, particulièrement ceux de la société civile. Elle les a réunis ce matin pour élaborer de nouvelles stratégies communes qui guideront les actions de l'agence. Krishan Sitia. Une séance de discussion et de formulation avec un objectif clair, renforcer la lutte contre le fléau de la drogue. Les représentants d'une quinzaine d'ONG ont répondu présents à cet atelier de travail alors que la situation sur le terrain demeure critique pour ceux qui sont en première ligne. Actuellement, la situation c'est vraiment catastrophique. Ensemble, nous faisons travail là. Il n'y a personne qui plus connaît ou personne qui moins connaît. Tout le monde qui est au terrain, tout le monde qui est là, nous tout mon pensée, tout mon recherche, mon pensée, envie de vivre dans un pays que pays dans la drogue. Nous sommes capables aujourd'hui de gagner un suivi avec l'aide de la NADEC ou même du gouvernement, capable de gagner un suivi psychologique qui est très très important, qui est des facteurs clés de la rechute en fait. C'est le facteur psychologique qui est important pour que nous discutions ensemble avec la NADEC et tout le monde partie prenante de sa workshop-là. Mise sur pied depuis 6 mois, la National Agency for Drug Control prône une collaboration étroite entre toutes les parties concernées. Une synergie jugée indispensable pour obtenir des résultats concrets. Problème aussi complexe, nous ne sommes pas capables comme ça, qu'on ne peut pas résoudre d'une façon sectaire seulement ou bien avec une facilité. Nous tout besoin c'est même si nous dans un domaine prévention disons, nous besoin connaître qui difficulté ban qui da traitement peut faire. Même si nous da traitement besoin connaître qui qualité type de prévention peut faire. Au-delà de la prévention, les autorités rappellent l'importance des traitements ainsi que des mesures d'accompagnement destinées à éviter les rechutes. Le programme Méthadone, c'est un de mes traitements qui est considéré comme le gold standard par l'OMS. Donc, qui fait dans Maurice, pas dire les papiers morcés, mais les mal vus. Qui fait les mal vus, nous besoin corriger tout ça, les défauts qui est là. Ça aide. Deuxième affaire, nous besoin apporter un nouveau traitement. Quand on vit traiter du monde, nous n'avons plus une panoplie de médicaments qui sont disponibles quand ça n'a pas marché avec X. Là, nous avons le droit d'un autre médicament qui peut marcher avec lui. Un type de médicament n'est pas capable de marcher avec tout le monde pareil. Les actions à venir seront définies à partir des observations et des recommandations formulées par les parties prenantes avant d'être soumises au conseil d'administration de l'ANADEC. Quant au Drug Control Master Plan 2025-2029, il devrait être rendu public très prochainement.
Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a reçu Lord Hamblin of Kersey, juge à la Cour suprême britannique, à son bureau cet après-midi. Il était accompagné de Maître Anwar Mullan, président du Bar Council. Lord Hamblin a été nommé juge à la Cour suprême du Royaume-Uni en 2020. Il était auparavant juge à la Cour d'appel et au Privy Council. Je vous le disais hier, l'examen en comité du projet de loi sur la base militaire de Diego Garcia et le British Indian Ocean Territory a démarré hier après-midi devant la House of Lords. Cet exercice a duré plus de 7 heures. Une dizaine d'amendements sur les 90 proposés ont été étudiés. Les modifications concernent entre autres l'évaluation des implications financières et militaires du traité et les paiements au gouvernement mauricien. Sylvana Parimamon. My Lords, House being committee on the Diego Garcia Military Base and British Indian Ocean Territory Bill, Baroness Chapman of Darlington. Il est 16h20 à la Chambre des Lords. L'examen en comité démarre. Conservateurs, libéral-démocrates, travaillistes et indépendants défendent les modifications qu'ils ont proposées au texte de loi sur la base militaire de Diego Garcia et le British Indian Ocean Territory. C'est le conservateur Lord Callanan qui a proposé le premier amendement. Il demande qu'une clause d'intention soit ajoutée afin d'exprimer plus clairement les intentions du gouvernement. It is a surrender bill and the government should be ashamed of having brought it before your lordship's house, and I think the sparsely populated Labour benches behind her, and congratulations to the 3 members who have turned up, I think illustrates just how unpopular it is on all sides. The treaty has been ratified. That is now a treaty. His amendment is seeking to alter the treaty. Article 1 of the treaty, which Parliament has ratified, saying Mauritius is sovereign over the Chagos archipelago in its entirety, including Diego Garcia. Is he seeking for Parliament now to try to change the treaty, which has been ratified by Parliament? We oppose the treaty. We think it's unnecessary. We also oppose this legislation. Thinking back, they were very keen on us giving up the Falklands to the Argentines. So it's perhaps no surprise to find that they're very keen nowadays on us giving up the Chagos to Mauritius. But none of them spelt out why we are legally obliged to do so. How far back he's going to go in his sort of historic examination of British governments. I mean, is his position that the British government should never ever cede sovereignty to any former colony? I mean, thinking sort of Australia or South Africa or Canada. You know, how far is he going back in saying it's absolutely wrong to cede sovereignty? Au total, une dizaine d'amendements ont été débattus. 90 avaient été proposés initialement, mais certains ont été regroupés. Au bout de 7 heures de débat, la séance a été ajournée au mardi 25 novembre. À moins de 24 heures de l'arrivée du président Emmanuel Macron à Maurice, marqué par des accords de coopération entre les deux pays, nous accueillons sur ce plateau ce soir Laetitia Abchi, directrice de l'Agence française de développement. Bonsoir. Bonsoir Valérie. Bienvenue à l'MBC. Merci. Alors, l'AFD est un acteur clé du développement à Maurice et à Rodrigue. Elle intervient dans divers secteurs et accompagne les autorités dans la construction d'une république durable. Ce résumé avec Sarah Ounou. Bien plus qu'une banque, l'Agence française de développement combine financement, expertise technique et partenariats locaux. En 40 ans de présence au sein de la République, l'AFD permet de relever des défis essentiels, l'eau, le climat et l'énergie. Parmi les projets phares, un prêt de 202 millions d'euros, soit environ 9,1 milliards de roupies mauriciennes, accordé en décembre 2023 pour renforcer le secteur de l'eau et de l'assainissement sur les 2 îles. L'AFD accompagne également la transition agricole. Grâce à des techniques d'irrigation modernes, les agriculteurs économisent l'eau tout en augmentant leur rendement. L'agence ne s'arrête pas là. À Maurice, elle soutient même la finance verte, mobilisant les banques locales pour investir dans l'énergie propre, les bâtiments sobres et l'économie circulaire.
À Rodrigue, l'AFD soutient l'élaboration d'une stratégie énergétique durable avec un chantier d'expertise technique pour imaginer un avenir plus vert. L'économie circulaire est encouragée. Un projet pilote cofinancé par l'AFD renforce la gestion des déchets à Maurice en passant d'un modèle linéaire à un modèle plus durable. Dans le même temps, l'agence s'intéresse à la protection du littoral afin de mieux anticiper les risques liés à l'érosion et aux cyclones. Ainsi, une étude de 960 000 €, soit 43,2 millions de roupies, a été lancée pour cartographier ces risques sur les 2 îles. L'Agence française de développement trace un chemin vers un avenir plus résilient pour Maurice et Rodrigue, où le développement durable et l'équité ne sont plus des choix, mais bel et bien une urgence. 40 ans de présence de l'AFD au sein de la République, et l'AFD préfère dire accompagnement et pas aide. Laetitia, pourquoi? Parce que c'est peut-être un peu vieillot comme mot et tellement inégalitaire. C'est la main tendue, c'est bien, mais quand on combine du prêt et des subventions, c'est difficile de dire j'aide avec un prêt, j'accompagne avec un prêt, je combine avec de l'assistance technique, je vais chercher des autres financements, je construis avec toi. On est plus dans un monde d'accompagnement que de purement aider. Voilà, je pense que c'est une évolution des choses qui étaient nécessaires pour mieux se comprendre avec les partenaires. Et puis c'est surtout que les partenaires ne veulent plus entendre parler du mot aide. Alors comment vous choisissez, sur quels critères vous choisissez d'accompagner un projet? C'est multicritères. D'abord, merci pour ce reportage. Il fait chaud au cœur déjà de voir comment il a intégré notre action dans ce pays, parce que c'est vrai que tout ce qui est écrit et dit là, c'est ce qu'on fait. Et on en est fiers. Alors comment choisir d'être sur tous ces sujets? Tout d'abord, c'est des engagements internationaux qu'on a pris. Actuellement, il y a la COP30, il y a aussi l'agenda 2030. Il y a un moment donné, tous les pays à l'international, ce qu'on appelle la géopolitique du développement, se parlent et décident de faire ensemble. Et ça atterrit dans des pays. Et nous, on a la chance d'être ces fabriques d'impact au niveau local avec nos partenaires, les gouvernements, la société civile, le secteur privé. Et on combine ces projets. Comme vous avez parlé de cette étude de plus de 900 000 €, là, cette étude, elle est faite par le BRGM, un centre d'études de géotopologie qui est basé notamment à La Réunion. Et c'était une demande des Mauriciens. Voilà, donc c'est vraiment de la co-construction, c'est l'atterrissage de décisions politiques entre les partenaires et nous. Voilà. Ce soutien, il est porté encore plus haut. Il sera porté du moins encore plus haut avec la visite du président Macron qui arrive demain. On sait déjà qu'il y aura des accords qui seront signés, comme la réforme de l'eau, un financement de quelques 16 milliards d'euros, de roupies, plutôt 16 milliards de roupies. Comment est-ce que vous allez faire pour financer tout ça? Alors, ce qui nous paraissait important, c'était de mettre sur la table tout ce qu'on faisait, en fait. Comme on dit, souvent les Français font beaucoup, mais la communication, c'est peut-être parfois un peu moins loin. Et là, comme depuis quelques années, on fait vraiment de grandes choses sur l'eau, pour accompagner une évolution politique, une prise en considération, intégrer la façon de gérer l'eau, ne pas forcément avoir la potabilisation d'un côté, l'assainissement de l'autre. Donc tout ça, on s'est dit... C'est un projet intégré. Voilà, projet intégré. Donc comment on fait? Donc c'était important de mettre tout sur la table pendant ces 2 jours. L'eau, l'énergie, c'était une demande aussi de votre Premier ministre que la France se concentre sur ces 2 secteurs. Comment? On est une banque, donc on lève des fonds sur les marchés avec la garantie de l'État et qui nous permet de reprêter au pays. À ceci, on ajoute de l'assistance technique et du savoir-faire et aussi de la mobilisation auprès d'autres partenaires comme l'Union européenne. Est-ce que cet accompagnement est accompagné de conditions ? Alors, quelles conditions? Bien sûr, déjà, il y a une analyse de la prise de risque et puis un engagement de faire par rapport à ces fonds. Les versements se font en fonction de la réalisation sur le terrain réel de l'exécution de ces projets. Souvent, ça se fait sur plusieurs années. Par exemple, là, on va s'engager à faire un programme avec la CEB.
d'investissement, il y aura des appels d'offres et on va verser en fonction de la réalisation, par exemple, de la mise en place de réseaux électriques. Non, c'est un suivi très minutieux et cet accompagnement lors de l'exécution du projet fait partie de ce soutien. Est-ce que souvent les accompagnements, ou toujours les accompagnements, sont accompagnés d'un soutien technique? Oui, parce que c'est l'offre française qui se construit comme ça. Je pense que c'est une spécificité de l'Agence française de développement de savoir combiner son financement avec des sources d'appui et d'assistance. Ce n'est pas systématique, mais on peut voir qu'à Maurice, on intéresse nos partenaires, le pays, le ministère des Finances, les ministères techniques, parce qu'on ajoute cette note de savoir-faire. Alors demain, avec l'arrivée du président Macron et les accords qui seront signés, c'est une nouvelle étape dans votre engagement envers la République de Maurice? C'est un renforcement de cet engagement, de cette présence. C'est présenter, on est là et on continue. Laetitia Abchi, merci beaucoup. Merci. Alors, je vous rappelle qu'il y a une émission à suivre ce soir à 20h30 sur MBC1 et MBC-SAT. France-Maurice, justement, destin commun de Ridvik Nirvan. Une émission qui revient sur les liens d'amitié culturelle, commerciale, diplomatique qui lient nos deux pays. Merci beaucoup, Valérie. Merci, bonne soirée à vous et à bientôt. Merci, au revoir. Une bouffée d'air frais pour le service de santé publique. Une centaine de médecins généralistes ont intégré les hôpitaux ce mercredi. Ils feront leurs premières armes dans différents départements et seront rejoints dans pas longtemps par une centaine d'autres, ainsi que par des infirmiers. Et Daivik Rajkumar a rencontré 2 médecins à l'hôpital Jitu ce matin. Voyez son reportage. Après plusieurs années d'études, de formation et de stages, Vaishnavi Ramsamy, médecin généraliste, entame son tout premier jour dans le service public, ici à l'hôpital Jitu. Une immersion directe au sein de l'une des unités les plus cruciales, la Coronary Care Unit. Jusqu'à présent, je suis travaillé dans le private sector. Là, j'ai une grande opportunité pour rejoindre le secteur public. Donc, le docteur Chamble montre-moi comment nous pouvons ausculter un patient, quels sont les principes. Et puis ça, il explique-moi le ECG en détail et l'historique du patient, quand il vient ici, qui va un symptôme gagné, qui traitement une donnée. Pour une unité aussi stratégique, le renforcement du personnel reste indispensable. Il y a un département bien important parce que là, nous avons un moteur direct là, nous avons l'équerre c'est moteur. Ça m'a un nouveau docteur qui fait une formée là, bien sûr pour eux aussi, pour eux gagner de l'expérience, mais nous aussi nous avons une main forte pour le travail que nous pouvons faire. Comme ça, nous pouvons soigner du monde un peu mieux. Ashraf Goulfi, également médecin généraliste, fait ses débuts dans le service hospitalier public. Pour son premier jour, il redécouvre les procédures de l'unité de gynécologie. Je suis bien content qu'il m'ait gagné l'hôpital Jitu, vu qu'il m'a fait mon première distinction ici. Et je connais l'hôpital, je connais le système, comment fonctionner ici. Et aujourd'hui, comment ça fait passer dans le département de gynécologie? Tout bien passé et tout plein de questions qu'ils m'ont posées. Ils m'ont posé comment le système peut travailler, peut être et tout. Et ils m'ont gagné la réponse sur le champ. Ici, le métier de généraliste implique un large éventail de responsabilités. Quand je prends un call, il y a beaucoup de choses qu'ils ont à faire parce que c'est eux-mêmes qui sont là dans casualty. Et au niveau casualty, c'est eux-mêmes qui première personne qui joignent avec un malade. Et si votre knowledge au niveau de bonne patiente n'est pas assez adéquat, définitivement, là, nous pouvons perdre un malade qui est essentiel qui vise à faire une admission. Alors, c'est une prise en charge de tous les jours, quand nous make sure que nous check notre travail, nous guetter qui bonne patient qui sont examinés. À l'hôpital Jitu, le manque de généralistes se fait sentir. Nous avons un médecin qui a étudié pour faire cette spécialisation. Nous avons malheureusement un médecin qui resign. Mais ce recrutement-là aide nous pallier le manque de médecins un peu, pas au total. C'est pour bon si nous gagnons encore un médecin. À l'issue de l'événement d'initiation destiné aux nouvelles recrues, le ministre de la Santé a confirmé l'arrivée prochaine de renforts supplémentaires. Là, nous pouvons faire le recrutement des médecins, le contrat aussi. Nous sommes capables pour une centaine de médecins qui nous prennent le contrat
Et en ce qui concerne les infirmiers, le contrat nous déjà fini. Et déjà, il y a 300 qui peuvent undergo un training dans nos School of Nursing. Et l'année prochaine, premier trimestre probablement, nous prenons une bonne partie de pour rentrer dans nos systèmes hospitaliers. En attendant, ces nouveaux médecins généralistes viennent renforcer les équipes et apporter un souffle nouveau. L'actualité à l'étranger, les deux chambres du Congrès américain ont convenu d'ordonner au ministère américain de la Justice de divulguer ses dossiers sur Jeffrey Epstein, délinquant sexuel aujourd'hui décédé. La Chambre des représentants a approuvé la mesure à une écrasante majorité par 427 voix contre 1. Le Sénat a déclaré qu'il adopterait le projet de loi avant même de l'avoir officiellement reçu. Le président Donald Trump doit finalement signer la mesure, ce qu'il a déclaré vouloir faire. Hier, des survivants d'Epstein se sont exprimés en faveur de la mesure au Capitole américain. L'un d'entre eux a déclaré avoir subi une trahison institutionnelle pendant des années. Cette rencontre que nous propose David Rajkumar avec un collectionneur de voitures miniatures qui valent leur pesant d'or. Je vous laisse découvrir. Il replonge aussitôt dans son enfance. Comme à 8 ans, il rejoue les mêmes gestes. Aujourd'hui, à 38 ans, Varun Longani a transformé son salon en un espace entièrement dédié aux voitures miniatures. C'est une collection assez grande qui m'a diminué. Par exemple, si vous regardez ici, sa Bugatti là, deuxième rayon, c'est l'année 1980. C'est un de 25 000 au monde. C'était un des premiers qui m'ont réussi à acheter. Alors, c'est extrêmement spécial pour moi. Tu trouves là-haut, mon rayon là-haut, c'est tout le monde film content. Tu as Batman, tu as McQueen, tu as c'est une Bel Air depuis une série américaine, Roadkill. Tu as Flintstones qui m'a expliqué dans Chipchi. Laurent Mirella, c'est tout comme ça. Laurent Mirella, tu trouves mon band Ferrari, ça fait l'île sur le tour qui gagne un championnat. Puis ici, tu trouves tout le tour Fast and Furious, première série. Ici, plus de 300 voitures en métal trouvent leur place. La plupart sont encore scellées dans leur emballage d'origine, des modèles rares dont la valeur ne cesse de grimper. Si mon pas ferré, c'est le seul Rexy ici à Maurice, ça valait les prix $500. As it stands right now internationally, il y a une population du monde qui a envie de collecter ça, qui a envie de ça, les autres mirailles comme moi, mais il n'est pas disponible. À cause de ça, qu'il y a un ravalé là. Chaque pièce est officiellement sous licence des grandes marques automobiles et Varun veille à un réalisme absolu en respectant scrupuleusement les échelles. Il y a un BMW M4 là. Un vrai M4, il scale N pour N. Ce modèle-là, il N pour 64. Ça veut dire, ce modèle-là, il est 64 fois plus petit que l'auto original. Certaines de ces miniatures, il les a dénichées lors d'événements internationaux. Et récemment, en Indonésie, on lui a offert cette pièce. C'est une Porsche 911, si je ne pas Ferrer, c'est une Porsche classique. Ça n'a un peu spécial chaque année, il y a une convention car. Ça l'année une convention car, c'était une Porsche. Ça event ID, là, il y a 10-20 comme ça. En 2023, il a tout misé sur sa passion au point d'en faire son métier. Il vend désormais des voitures miniatures. Avant mon travail dans la finance, arrive un moment quand je lance mon business, je vais travailler en même temps. Mais arrive un lieu que je peux trouver qui m'aura pas faire tout l'été. Je gagne beaucoup de support avec des collecteurs locaux. Et les autres, il est OK. Tout business, il y a sur bas, il y a sur montée.
Et pour 2026, Varun Longani se fixe un cap, ouvrir sa propre boutique, un espace dédié non seulement à la vente, mais aussi au partage de sa passion avec les Mauriciens. À Belém, Ritesh Ramphol a insisté sur la nécessité d'une solidarité internationale en matière de financement climatique. Le ministre des Affaires étrangères, qui porte la voix de Maurice et des petits États insulaires, a rappelé l'urgence de transformer les engagements pris à Paris il y a 10 ans en actions concrètes. Claudette Geoffroy. La vulnérabilité des petits États insulaires, dont Maurice, face au changement climatique, a été mise en avant lors de l'intervention du ministre Ritesh Ramphol à la COP30. La crise climatique, dit-il, est la réalité d'aujourd'hui. Elle brûle nos forêts, blanchit nos coraux, inonde nos côtes et détruit nos écosystèmes de manière irréversible. Il est temps d'agir. Une décennie après les promesses de l'accord de Paris, nous devrions reconnaître que nous n'en avons pas fait assez. Notre planète exige des actions maintenant. La COP30 doit être le moment de vérité, celui où nous transformons réellement les promesses en progrès, l'ambition en action. La Cour internationale de justice s'est exprimée. Il est du devoir des États de protéger le système climatique. Les engagements sont contraignants, tant pour la réduction des émissions que pour l'appui en matière d'atténuation et d'adaptation. Pour Maurice, en tant que petit État insulaire en développement, les enjeux ne pourraient être plus élevés. Le ministre Ritesh Ramphol insiste également sur la solidarité mondiale en matière de financement climatique. Soyons clairs, l'ambition nationale, en particulier pour les PEID, ne peut réussir sans solidarité mondiale. L'action climatique est économiquement rationnelle. Chaque dollar investi dans l'adaptation génère des économies significatives. Soit nous investissons maintenant, soit nous attendons qu'aucun financement ne puisse plus réparer le climat. L'inaction n'est pas de l'économie, l'inaction est une folie. En marge de la conférence sur le climat, le ministre Ritesh Ramphol a eu plusieurs rencontres bilatérales avec notamment des représentants britanniques et du Palau et a signé un protocole d'accord avec l'Italie. La délégation mauricienne comprend aussi le chef-commissaire de Rodrigue, François Grandcourt, et des hauts officiels des ministères des Affaires étrangères et de l'Environnement. Et justement, dans l'émission Grand Titre, ce soir, Vassen Kopemutu a déclaré que Maurice devrait remplir les critères nécessaires afin de bénéficier du Green Climate Fund, une source de financement contre le changement climatique. Voici un extrait de l'émission présentée ce soir par Kavinta Pessar. La conférence est très important, d'autant plus que Maurice est un petit État insulaire, nous très vulnérable, nous besoin beaucoup d'argent, nous payons 10 milliards de dollars dans les années à venir. Donc nous besoin aller, nous besoin faire valoir comment nous sérieux, qui va le plan Noena, donc la CDN est très important parce qu'il peut donner une feuille de route, un engagement officiel du pays par rapport à nos réductions de gaz à effet de serre et aussi à nos méthodes d'adaptation. Et dans l'adaptation, donc différents projets qui peuvent déjà monter à travers le support de l'AFD et également du PNUD. Donc nous devons mettre en place tout ce mécanisme-là. Et ça, une conférence, ça c'est le moment de rencontrer les bailleurs et de pouvoir les mettre en compétition. L'Agence française de développement finit de faire beaucoup au niveau du changement climatique et de l'environnement, Maurice, depuis plusieurs années, notamment le Climate Change Vulnerability Assessment. Ils ont pu faire beaucoup de travail au niveau, à travers un projet qui s'appelle Adaptation, justement par rapport au changement climatique. Le PNUD également finit jouer un grand rôle. Mais je pense qu'au niveau du GCF, Green Climate Fund, il y a un pays comme le Vietnam qui est bien en avance par rapport à nous au niveau des autres accréditations. Parce qu'il faut quand gagner un fonds au niveau du Green Climate Fund, on besoin accréditer. Et au niveau de cette accréditation-là, Maurice fait prend beaucoup de retard. Nous devons rattraper plus vite et pour qu'il soit capable de taper dans ce fonds-là. Il y a des critères qui nous besoin remplis. Et ça, ce n'est pas un prêt, c'est un don. Donc, nous devons faire un mapping, ça a une possibilité de financement-là pour qu'il soit capable d'adapter. Et je vous rappelle qu'en raison de la venue du président Macron, le journal télévisé vous sera présenté demain à 19h. Autant pour cette édition. Madame, Monsieur, merci. Bonne soirée à vous et à demain, 19h.
toute l'information sur la loi UNSC 2019 disponible au site nssec.government.org. Ou capable de lire la loi là, vérifier consolidated list et designated parties, lire communiqué qui NSSEC émet à chaque fois un changement dans la liste. Download form pour rapport banca. Et a aussi un FAQ disponible et un digital pamphlet. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez Cadbury.Africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in... Les prévisions pour Maurice, le temps sera beau durant la nuit et demain matin. La température minimale sera entre 17 et 19 degrés sur le plateau central et entre 21 et 23 degrés sur le littoral. Le temps sera mi-couvert demain après-midi, devenant quelquefois nuageux sur la partie ouest et sur le plateau central avec quelques averses. La température maximale sera entre 25 et 27 degrés sur les hauteurs et entre 29 et 32 degrés dans les régions côtières. Le vent sera léger et variable durant la nuit, soufflant du nord-ouest à environ 20 km/h. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest d'1,50 m. À Rodrigue, beau temps cette nuit et demain matin. La température minimale sera entre 20 et 23 degrés. Le temps sera mi-couvert demain après-midi avec quelques averses. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés. Le vent soufflera du sud-est à environ 10 km/h, soufflant du nord-est à environ 15 km/h demain. La mer sera agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest d'1,50 m. Les prévisions pour Agalega, temps essentiellement beau ce soir et durant la nuit, sauf pour quelques ondées occasionnelles en début de soirée. La température minimale sera d'environ 25 degrés. Le temps sera beau. Demain, la température maximale sera d'environ 32 degrés. Le vent soufflera de l'est-nord-est à environ 15 km/h. La mer sera agitée avec des vagues d'1,50 m. Bizarre travail aujourd'hui là. Personne pas trouve moi là. Guerre retourne à case. Personne pas pour connaître. Mais qui te peut faire? Casse-toi. T'as surtout un collègue pour faire palabre là. Retourne dans tout l'auto. Wait. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les championnats d'Afrique de cyclisme au Kenya avec le coup d'envoi demain. En contre-la-montre, chez les dames, Lucie Lagesse et Aurélie Elvac seront en action. Chez les U19, Tristan Hardy et Henri Rouillard seront alignés. Jérémy Raboud en U23 et Alexandre Maire et Aurélien de Comarmont chez les élites. La compétition qui se tiendra jusqu'au 23 novembre. Les détails avec Robert Deschambault. Près de 200 participants venant d'une vingtaine de pays du continent sont attendus à Kwale au Kenya pour le Road Cycling African Championships. Maurice n'est pas en reste avec une quinzaine de coureurs qui représenteront le pays à cet événement. On a 2 cadets, une fille et un garçon, et 4 juniors. Donc c'est quand même une première. Et aussi on a 3 sous 23 ans qu'on a inclus dans l'équipe de Maurice. Et aussi les grosses pointures comme Alexandre Maire et Aurélien de Comarmont qui vont aussi être présents pour épauler les jeunes. Déjà, le 20 novembre, les choses sérieuses débuteront avec les épreuves du contre-la-montre. Le relais mixte est prévu pour le 21, alors que la course en ligne de 107 km chez les dames est au menu du 22 novembre. Les coureurs de la catégorie élite hommes, pour leur part, en découdront le 23 sur un parcours de 164 km. Le gros problème, c'est que les grosses nations vont être présentes. Vu que c'est au Kenya,
Donc c'est assez accessible pour tous les pays. Donc il y aura quand même l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Érythrée, le Rwanda et pas oublier l'Algérie. Donc c'est vraiment ils vont être des gros favoris. Bon, on espère quand même, c'est une course de vélo, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Je crois qu'au niveau des juniors, on a quand même une chance de médaille et pourquoi pas aussi en élite. Ouais. Après ces championnats d'Afrique sur route au Kenya, la Team Maurice se prépare pour un début de saison 2026 très prometteur avec des invitations pour participer à 3 grands tours internationaux. Les Jeux africains des jeunes en Angola du 10 au 20 décembre prochain en cyclisme. La sélection qui a été finalisée, 6 jeunes seront en lice. Retenons Thomas Harel, Juninho, Léo David et Miguel Farmas en masculin. Delphine Brochier et Estrella Nislin sont sélectionnés en féminin. On va parler hippisme à présent avec la Fièvre du Méden qui avait gagné tous les passionnés dimanche dernier. Une épreuve remportée par Good Counsel de l'écurie Arvin Nagadou, le jeune entraîneur qui enlève la plus grande course de notre calendrier dès sa première saison. Nous sommes allés rendre visite au cheval et à son entourage. C'était mardi matin après la séance d'entraînement. Voyez ce reportage. Le travail continue chez l'écurie Arvin Nagadou en vue du reste de la saison. Ambiance beaucoup plus décontractée ce mardi matin. 4 victoires lors de la journée du Méden, qui dit mieux? Parmi, la grande course avec la star Good Counsel, belle communion ici avec son palefrenier Christophe. Doucement, il n'est pas content, beaucoup de monde dans ce box. Quand du monde rentre, il commence à agacer. C'est moi quand on rentre tranquillement. Les autres du monde ne sont pas trop contents, taquine. Sinon, il est tranquille. Good Counsel, le gatekeeper, le match ici entre ces deux-là. Ce dernier qui était aux Anges dimanche. Good Counsel remporte le Méden devant le gatekeeper. Et qui est aux premières réactions? Quand on tourne, on m'a crié. On est bien content. Quand on tourne, on peut venir on m'a dit. On fait ce câlin. Parce qu'il y a grand matin, quand on rentre dans le box, on va faire un câlin. Il ne va pas comprendre, il vient tourner, même il vient coller, même. Good Counsel, un cheval qui appartenait déjà à ses propriétaires mauriciens en Afrique du Sud. Toute l'histoire, c'est commencé avec Christophe. C'est le premier cheval qui nous cherchait Sud-Afrique. Bon, c'était Monique Christophe, puis un rapport nous Sud-Afrique, nous venons investir, nous avons acheté plusieurs chevaux. Et parmi, nous cherchait Good Counsel, Meridius et Good Counsel. Pour moi, c'est la première victoire qu'il a gagnée, le 2000 mètres. Moi, quand j'ai gagné à peu près 10 secondes. Depuis ça, moi, c'est voilà qui nous va mener Maurice au Méden. Le Méden chez la famille Nagadou, c'est une affaire de famille. Les oncles du jeune entraîneur Arvin avaient déjà remporté la grande course auparavant. À son tour de goûter à l'ivresse de la victoire. Vraiment plaisir, très satisfait aussi. Pour une fois au moins, tout une passe correcte, tactique, une marché. Le jockey aussi, il écoute bien l'instruction, il montre comment bien et le cheval aussi. Il donne le meilleur de lui-même. Un break ce samedi, le temps de permettre à tout le monde de souffler avant d'entamer la dernière ligne droite de la saison. Arvin Nagadou et son équipe n'ont certainement pas dit leur dernier mot. Football à l'étranger, dernière journée des éliminatoires européennes pour le Mondial 2026. 10 rencontres étaient à l'affiche. Parmi les résultats, l'Écosse qui a renversé le Danemark et prend son billet pour le prochain mondial. 12 nations sur 16 sont déjà qualifiées en zone Europe en attendant les barrages. Marine Résidu. Valider son billet malgré un nul 2-2 face à la Turquie. Olmo avait ouvert le score dès la 4e minute, mais Goul et Özcan ont renversé la rencontre. Oyarzabal égalise à la 62e et scelle le nul. La Turquie jouera les barrages. Filmaker et Döktelar ont inscrit. Le pays de Galles a surclassé la Macédoine du Nord 7-1 et disputera les barrages. La Suisse décroche son billet avec un nul 1 partout contre le Kosovo, assurant la première place. Les Kosovars iront en barrage. Les 4-2 aux dépens du Danemark, ils terminent ainsi à la première place.
Ils ont fait la différence grâce à un retourné de McTominay et un lob incroyable de McLean. Les Danois passeront par les barrages. En Europe, 12 équipes ont déjà validé leurs billets, dont l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique et le Portugal, entre autres. Il reste 4 places à prendre via les barrages en mars 2026. Cet exploit de Curaçao en zone CONCACAF suite à son match nul contre la Jamaïque ce mercredi matin 0 partout. Cette petite île des Caraïbes de moins de 160 000 habitants est devenue le plus petit pays jamais qualifié pour la Coupe du Monde. Un exploit qui doit beaucoup au sélectionneur néerlandais Dick Advocaat. Autant pour cette page. Merci d'avoir été avec nous. Bonne soirée.